Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce forum Plasturgie Composite, notamment pour cette plénière de lancement. Pour vous présenter cet événement, je vous demande d'accueillir tout de suite Stéphanie Coulot, qui est directrice du pôle industrie chez Infopro Digital, et Emmanuelle Perdry, qui est en duplex avec nous et qui est présidente de Polivia. Merci Steven, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur cet événement FPC, Forum Plasturgie Composite. Un événement qui a été conçu pour la filière et par la filière, puisque l'ensemble du contenu auquel vous allez assister pendant ces 2 jours a été élaboré en coopération avec Polivia et nos partenaires Plastique et Caoutchouc et l'usine Nouvelle. 2 jours pendant lesquels on va parler innovation, recyclage, économie circulaire, avec des experts évidemment de la filière, mais aussi des experts de des filières utilisatrices. Donc je vais évidemment remercier par avance à nouveau nos partenaires, Polivia, Plastique et Caoutchouc, nos sponsors, parmi lesquels notamment Bion, Polytopoly, Sumitomo de Mag et Paprec, et évidemment l'ensemble des intervenants qui vont prendre la parole sur scène avec Steven et dans les salles d'atelier. Et donc sans plus attendre, puisque nous avons un programme très dense et très chargé, je vais laisser la parole à Emmanuelle Perdry, présidente d'Ileance et de Polivia. Merci à tous. Merci Stéphanie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir également. Malheureusement à distance, ne pouvons pas être parmi vous au Forum Plasturgie et Composite. 10 ans après la précédente édition à Disneyland Paris, ce nouvel événement, le premier depuis la constitution de Polivia, est l'occasion de célébrer nos réalisations et de vous présenter nos projets pour l'avenir. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre attachement et de votre engagement pour notre filière. Ce forum doit contribuer à mieux asseoir les prises de position de Polivia, dont l'une des raisons d'être est de faire entendre la voix des entreprises. Il doit également nous permettre de créer plus de possibilités de concertation avec les décideurs publics, les donneurs d'ordre, autour des objectifs du millénaire pour le développement durable. Des producteurs de matières premières ou des spécialistes de recyclage en amont, de nos fournisseurs de machines, de matériel, jusqu'à nos clients, toute la filière doit se rassembler, travailler étroitement ensemble pour accélérer la transition vers l'économie circulaire. J'utiliserai une métaphore d'une équipe de rugby, Coupe du Monde oblige, qui ajoute à la dimension chaleureuse des membres d'une équipe Plasturgie France, celle d'un corps dont aucune partie ne peut vivre par elle-même, ni se retrancher des autres, sans compromettre l'équilibre et l'équipe dans son ensemble. Polivia est forte de ses membres, et ensemble, je suis convaincue que nous pourrons construire un avenir prometteur pour notre industrie et que nous pourrons relever les défis à venir. J'en profite évidemment pour remercier également Infopro Digital, notre hôte pour ces 2 jours, et plus particulièrement Nathalie Curva, la directrice générale, et toutes ses équipes, mais aussi les équipes de Polivia pour leur engagement dans la préparation de ce forum. Nous partageons un attachement fort à notre filière. Confiance et collaboration étroite ont permis la réussite de cet événement. Le temps de passer des mots aux actes est venu. Ce forum est ouvert. Profitons de ces journées pour célébrer notre belle filière, riche de tous ses membres. Multiplions les échanges et les passes au-dessus de la mêlée afin de réussir notre transformation. Belle journée à vous. Un grand merci Emmanuel, un grand merci Stéphanie, je vais reprendre le micro. Merci beaucoup. Alors on va se lancer dans le vif du sujet avec une première table ronde dont le titre est Plastique, moteur ou frein à la décarbonation.
Alors cette phrase, c'est vraiment une équation en fait. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser les avantages du plastique qui est léger, durable, assez peu coûteux, mais qui en même temps a des répercussions sur l'environnement du point de vue de la pollution, comme on le sait tous. Pour ouvrir cette conférence et pour nous donner quelques points de repère, j'appelle tout de suite Baptiste Péry-Saint-Faber, qui est directeur exécutif à l'ADEME. Baptiste, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et de me permettre de partager avec vous quelques réflexions pour ouvrir cette table ronde, et j'espère que ça créera du débat ensuite avec les panélistes. Alors, plastique, moteur ou frein de la décarbonation, ça c'est la question qui m'a été posée. Pour répondre très clairement, je dirais d'abord ni l'un ni l'autre. Alors moteur, sûrement pas, frein, pas vraiment non plus, puisque de toute façon, dans un monde décarboné, il y aura une économie du plastique. Dans un monde décarboné, il y aura de la place pour du plastique, ça c'est une évidence. La question de savoir, c'est quel type de plastique et comment on va gérer cette économie du plastique. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a devant nous un immense défi collectif qui est de faire entrer pour de vrai l'économie du plastique dans l'économie circulaire. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Donc l'enjeu qui est devant nous, c'est surtout un enjeu de mise en œuvre, puisque, et ça sera mon premier point, au niveau de la réglementation, je pense qu'aujourd'hui le travail est fait. Alors je ne vais pas plaider pour une pause réglementaire, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas, le gros du travail, je pense, sur la partie réglementaire est fait. Que ce soit au niveau de l'Union européenne, avec la directive sur le plastique à usage unique, il y a le projet de règlement en ce moment qui va remplacer la directive emballage, donc il y a des discussions encore très dures sur le sujet. L'Union européenne a fixé un cadre. Au niveau français, on a bien sûr les avancées de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec cet objectif qui met sous tension tout le monde, et je crois qu'il en sera question cet après-midi dans le programme, le 100% recyclé, 100% plastique recyclé d'ici 2025, c'est un objectif ambitieux. Il y a la fin des plastiques à usage unique d'ici 2040, et ça aussi c'est une mesure assez inédite au niveau mondial. Il y a la division par 2 des bouteilles en plastique d'ici 2030, il y a les plans quinquennaux avec la stratégie 3R de la réduction, réemploi et recyclage. On doit comme ça, 5 années après 5 années, se fixer une sorte de planification vers la fin des plastiques à usage unique. On a aussi de nombreuses nouvelles filières REP qui doivent améliorer la collecte, qui doivent aussi améliorer l'incorporation de plastique recyclé dans les produits. On va pouvoir jouer maintenant avec des bonus-malus au niveau des éco-contributions. Donc nous, on pense à l'ADEME que les REP vont être un puissant levier d'accélération vers l'économie circulaire des plastiques. Et puis les REP aussi maintenant ne sont pas simplement chargés de traiter la fin de vie des produits, mais aussi de réfléchir à l'amont et donc de réfléchir à l'éco-conception. Il y a peut-être aujourd'hui encore un trou dans la raquette de la réglementation sur les microplastiques. Alors là, le sujet est encore assez embryonnaire. Beaucoup de travaux de recherche sont en cours, ne serait-ce que pour les caractériser. Dans la réglementation française, on a un point sur les filtres des machines à laver qui doivent être obligatoires à partir du 1er janvier 2025. Donc ça, on verra si c'est bien suivi des faits. Un point aussi sur la cosmétique rincée. En 1er janvier 2026, il ne doit plus y avoir de microplastique dans ces produits cosmétiques. Mais là, il y a sans doute encore un sujet, il y a des discussions aussi au niveau européen, tout ça n'est pas clos. Et puis enfin, au niveau international, il y a bien sûr ces négociations pour un traité plastique international, et la France est tout à fait crédible dans ces négociations, puisqu'on a une réglementation nationale très en pointe. Donc ça, c'est la partie réglementaire, je dirais, le travail est quasiment fait. Ensuite, sur la partie mise en œuvre, ce sera mon deuxième point, là en revanche, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Pourquoi ? Aujourd'hui, on met sur le marché à peu près 5 millions de tonnes de plastique, tout confondu. On a simplement 1 million de tonnes en face de plastique réincorporé dans des produits. Donc on est encore très loin du 100% plastique recyclé.
Un exemple sur les emballages aussi. Les emballages, c'est que 40% du plastique, mais quand même, c'est des plastiques très, très emblématiques. Là, les performances sont clairement médiocres. Sur les bouteilles en plastique, on n'en recycle que 60%, alors que nos voisins allemands font 98%. Sur les emballages en général, les emballages plastiques, on n'en collecte que 23%. Donc là, on voit bien, on ne peut pas en fait, s'habituer à ces niveaux de performance. On ne peut pas s'habituer à ce que du plastique continue à être enfoui, continue à être incinéré, ou même utilisé en valorisation énergétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour des CSR. On se dit finalement, les plastiques, on n'arrivera pas à trier ou à recycler. Ils ont un bon pouvoir calorifique, on en fera des CSR. Et là, je vous arrête tout de suite. Et ça, l'ADEME est très claire sur le sujet. Les CSR n'ont d'avenir que si on augmente la part biogénique des CSR. Si on continue à brûler du plastique essentiellement dans les CSR, c'est pas mieux que le gaz. Donc bien sûr, ça détourne de l'enfouissement des flux de plastique, mais c'est pas mieux que le gaz. Donc ça ne peut pas être la solution, les CSR. On ne peut pas s'habituer en fait à ce que les plastiques finissent en CSR. Maintenant, mon troisième point, si on essaie d'un peu de se projeter, faire de la prospective et de voir quel est le chemin pour arriver aux objectifs, ce qui est sûr que le 100% plastique recyclé, il sera plus facile si on arrive à tarir un peu à la source le flux de plastique qui rentre. Et c'est bien ça l'intention en fait de la fin des plastiques à usage unique d'ici 2040, c'est de réduire ce flux qui est très difficile aujourd'hui à contrôler et qui permettra ensuite de se concentrer sur des plastiques à plus forte valeur ajoutée. Et donc si on se projette à 2040, dans un monde où on a fait le gros du travail, on va dire, quel type de plastique il reste? Alors il y a sans doute encore un petit peu de plastique à usage unique, peut-être pour des usages médicaux, peut-être pour des usages agricoles, peut-être quelques plastiques souples qui sont vraiment très difficiles à substituer. Et à ce titre, il y a peut-être aussi de la place là pour des bioplastiques. Il reste des emballages réemployables et il reste des plastiques à très haute valeur ajoutée dans l'aéronautique, dans l'automobile, qui sera là pour les atouts dont il a été question, les atouts de légèreté, qui vont permettre aussi d'améliorer l'efficacité énergétique des avions et des voitures. Et il reste des emballages réemployables en plastique. Et donc tout ce plastique, en 2040, dans un monde décarboné, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune fuite dans la nature et qu'il soit bien recyclé à 100%. Donc vous voyez, quand on se projette à 2040, il y a de la place pour le plastique, mais la question c'est quel type de plastique et le faire entrer durablement dans une économie 100% circulaire. Ensuite, mon quatrième point, ce sera sur les impacts. Alors bien sûr, il y a les impacts physiques du plastique. Maintenant, il y a des statistiques qui sont devenues très, très grand public, je dirais. Les fameux, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans la mer, ou alors les 5 grammes qu'on ingérerait chaque semaine, l'équivalent d'une carte bleue, ou encore le fait qu'on trouve du plastique en haut du Mont Blanc et dans toutes les terres. Voilà, ça c'est des impacts qui sont aujourd'hui bien connus. Il y a des impacts qui sont moins connus, j'en ai déjà parlé sur les microplastiques, et là il faut qu'on creuse le sujet. Nous à l'ADEME, on est en charge d'un plan de résorption des décharges littorales. Il y a beaucoup de décharges qui ont été créées il y a plusieurs décennies maintenant au bord de la côte, et aujourd'hui avec l'érosion des côtes, ça menace de relarguer beaucoup de plastique dans la mer. Et on se rend compte que si on prend en considération les microplastiques, les solutions pour traiter et pour résorber cette pollution est vraiment pas évidente. Donc là, il y a un gros travail pour caractériser les impacts sur les microplastiques. Et enfin, peut-être un troisième élément sur les impacts, et ça je pense c'est le plus important, c'est nos analyses de cycle de vie. Il faut vraiment qu'on partage collectivement, là je pense, industriels et pouvoirs publics, un cadre méthodologique de référence en commun pour qu'on ne soit pas en fait à chacun ACV contre ACV pour soit trouver des solutions d'éco-conception ou des solutions de substitution, parce que le pire serait qu'on substitue du plastique par des matériaux qui auraient autant, voire plus d'impact. Donc ça, c'est ce que les ACVistes chez moi appellent des transferts d'impact. Ça, il faut absolument qu'on évite. Et donc, il faut qu'on développe, je pense, en commun, vraiment ce cadre de référence, qu'on développe une pensée du cycle de vie qui viendrait compléter un peu
la sacro-sainte hiérarchie du traitement des déchets, hein. Et donc ce qui donnerait en fait une suite un peu plus complexe, où ce qu'il faut d'abord c'est réduire, ensuite éco-concevoir, substituer quand ça a du sens, produire des résines, je dirais, recyclables by design, capter les gisements pour qu'il n'y ait plus aucune fuite dans la nature, recycler, puis incorporer la matière première recyclée, et enfin, fin des fins, valorisation énergétique quand on peut vraiment plus rien faire. Et donc sur chacun maillon de cette chaîne, de cette pensée en cycle de vie, il y a de la place pour de l'innovation. Et ça sera mon 5e et dernier point. Je pense que là aussi, on a un immense défi devant nous. Alors aujourd'hui, en matière d'innovation, une partie du chemin a été fait par les pouvoirs publics avec des soutiens publics. Alors, des soutiens à travers le Fonds économie circulaire, c'était le dispositif Orplast que vous connaissez bien, qui maintenant devient Ormat parce qu'on l'a étendu à d'autres matériaux. Il y a des dispositifs de France 2030 sur les innovations en termes de recyclage, d'incorporation de matières recyclées, mais aussi d'innovation en termes de recyclage mécanique et chimique. Alors sur le chimique, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de promesses aussi. L'ADEME, on va publier en début d'année prochaine un avis sur le recyclage chimique. Bon, c'est vraiment très important que, pour qu'on atteigne toutes les promesses du recyclage chimique, on soit très au clair sur les impacts environnementaux du recyclage chimique par rapport au recyclage mécanique, et surtout sur les gisements qui sont adressés par le recyclage chimique. Il ne faudrait pas que le recyclage chimique vienne prélever du gisement qui est aujourd'hui bien traité et un coût environnemental plus faible par le recyclage mécanique. Mais c'est sûr que sur certaines résines qui aujourd'hui n'ont pas de solution, le recyclage chimique a sans doute sa place, et on a besoin d'innover. Et puis aussi, sur l'innovation, on a sans doute encore du chemin à faire sur la partie bioplastique et la partie bioplastique compostable. Là aussi, on a un avis de l'ADEME sur le sujet, un récent avis de l'ADEME du printemps dernier, qui trouve une place au plastique compostable s'il permet d'améliorer la collecte des biodéchets. Et il y a peut-être des usages encore, quand vraiment le plastique à usage unique ne sera pas substituable, où ça a un intérêt. Et peut-être aussi dans les plastiques qui sont utilisés dans le secteur agricole. Donc ça, c'est un message fort. Il y a aujourd'hui des soutiens publics. Il faut que les acteurs privés s'en emparent pour que, collectivement, on arrive à innover et à atteindre les défis qui sont devant nous. Et puis peut-être pour conclure, avant de laisser la place au débat avec les panélistes, je dirais que voilà, ce panorama que je vous ai dressé ce matin, c'est quelques réflexions. Elles sont évidemment non complaisantes. C'est bien le rôle qu'on attend de l'ADEME, hein, de rappeler que sur l'économie circulaire du plastique, on n'y est pas encore. Et on ne peut pas s'habituer à ce qu'il reste du plastique dans la nature. On ne peut pas s'habituer à ce qu'il reste des plastiques dans les décharges ou incinérés. Et donc, il faut qu'on contrôle mieux les flux. Il faut qu'on passe la vitesse supérieure sur l'innovation. Les pouvoirs publics ont fait une partie du chemin. Les consommateurs sont prêts aujourd'hui à faire la chasse au plastique inutile, entre guillemets, à travers des nouvelles pratiques de consommation ou des pratiques de sobriété. Il faut qu'on évite à tout prix les transferts d'impact. Donc là, je réitère cet appel à ce qu'on partage collectivement des approches en cycle de vie robustes. Et je pense que c'est tout à fait réalisable d'atteindre une économie du plastique 100% circulaire. On a besoin d'une planification. Aujourd'hui, la planification écologique traite essentiellement de la partie carbone. C'était la priorité et c'était normal. La semaine dernière, les annonces ont été faites par le président de la République sur le sujet. Il est fort probable que dans les années à venir ou dans les mois à venir, le secrétariat général à la planification écologique s'occupe aussi de ces trajectoires plastiques pour s'assurer qu'elles rentrent bien dans une économie circulaire. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Baptiste Ferry-Saint-Faber. Alors je profite de votre mot de conclusion pour dire qu'effectivement cet après-midi il y a une table ronde sur le sujet du 100% recyclable, 100% plastique recyclé, donc n'hésitez pas à venir, il y aura plein de points de vue hyper intéressants sur le sujet. Baptiste, je vous invite à me rejoindre ici et puis je demande donc aux intervenants de la table ronde de venir me rejoindre sur scène.
Christian Carnot est ici. Vous avez des places attitrées. Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous. Je vais vous présenter juste rapidement, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis à préciser après. Donc Baptiste, je ne vous ai pas présenté de manière exhaustive tout à l'heure, mais vous êtes donc directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l'ADEME, ingénieur des ponts. Vous avez été conseiller puis directeur de cabinet de Brune Poirson lorsqu'elle était secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire de 2017 à 2020. Et puis, donc vous êtes économiste de formation, spécialiste du prix du carbone et de la finance verte. Et puis, depuis 2020, vous êtes chargé par le ministre de la Mer d'une mission sur la finance bleue. C'est juste, très bien. Je ne me suis pas trompé. Mes fiches sont bonnes, c'est bien. Arnaud Leroy, vous êtes donc directeur du développement durable de Sphère. Vous êtes aussi ancien président de l'ADEME, député de 2012 à 2017. Vous avez été rapporteur d'une proposition de loi appelée la loi Leroy sur l'économie bleue, qui comporte des mesures pour simplifier et faciliter la relance et le développement de l'économie maritime. Et vous avez présidé le groupe d'études sur les changements climatiques à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, il y a quelques-uns de nos intervenants qui ont un lien particulier avec la mer. Philippe Bolo, vous êtes député, co-rapporteur de la mission sur la pollution plastique. Vous êtes donc membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est un organe d'information qui est commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ces missions sont d'informer le Parlement des conséquences et des choix de caractère scientifique et technologique, afin notamment d'éclairer ses décisions. Voilà. Et vous avez été co-rapporteur d'une mission sur la pollution plastique dans ce cadre-là, et c'est pour ça que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Nicolas Lebigot, vous êtes directeur des affaires environnementales et techniques de PFA, plateforme automobile. Donc la plateforme automobile rassemble la filière automobile en France. Elle définit et met en œuvre au nom de l'ensemble des partenaires de la filière la stratégie en matière d'innovation, de compétitivité, d'emploi et de compétences. Et ça représente environ 4000 entreprises sur tout le territoire français. Roland Jourdain, je vous présente quand même, mais bon, je pense que tout le monde vous connaît ici. Navigateur professionnel et fondateur de Kéros. Vous êtes notamment double vainqueur de la Route du Rhum en classe IMOCA 2. Vous êtes fondateur de l'entreprise Kéros, que vous co-dirigez avec votre compagne. C'est un bureau d'études environnementales dédié aux matériaux composites biosourcés. Et ensemble, vous avez créé aussi le fonds de dotation Explore, qui est un incubateur de projets à impact positif. Et vous avez participé à la Route du Rhum 2022 sur un navire composé en grande partie en fibre de lin. Voilà. Et Romain Cazenave, vous êtes directeur commercial packaging Europe du sud de Dow. Donc Dow Chemical, c'est une société américaine, géant mondial dans le domaine de la distribution et la fabrication de produits chimiques. Vous employez plus de 35 000 personnes sur 104 sites, 31 pays. Voilà, c'est une grande multinationale de la chimie. Et l'entreprise a réalisé, il y a quelques années, en 2021, les chiffres ne sont pas hyper récents, mais 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, donc maintenant qu'on a dressé un peu le bilan et qu'on sait avec qui on va parler, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, notamment à travers l'angle de la pollution plastique, puisque c'est ça qu'on a évoqué notamment dans la présentation là. Donc le plastique est vraiment la convergence de deux des plus grands enjeux environnementaux de notre époque, à savoir la biodiversité et le climat. Il y a une conférence spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les enjeux de recyclabilité, donc qu'on abordera cet après-midi. Mais j'ai quand même 3 personnes qui sont assez proches de la mer et qui ont pu juger de l'impact des plastiques, notamment dans l'océan. Et donc je pose la question un peu de but en blanc, est-ce que le plastique le plus vertueux n'est pas celui qu'on ne produit pas? Peut-être Philippe Bolo. Merci pour cette pertinente question pour lancer nos débats. La question, elle revient aussi sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on nous dit la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas. Sur les déchets, on nous dit les meilleurs déchets, c'est ceux qu'on ne produit pas. À un moment donné, il faut quand même aussi considérer qu'on est dans une vie moderne, sur laquelle on a obtenu, au travers des développements technologiques et scientifiques, un certain nombre d'acquis qui nous permettent de vivre de manière convenable, avec une sécurité alimentaire, en bonne santé, etc. Donc, poser la question comme ça, je pense que c'est pas nécessaire. Il faut plutôt trier entre ce qui est du plastique vertueux, qui a de la valeur, et du plastique qui serait totalement inutile, et il existe véritablement. Roland Jourdain, peut-être un mot là-dessus, vous aussi. Est-ce que ce que dit là Philippe Bolo, ça a du sens pour vous? Oui, ça a plein de sens. Moi, je suis tombé dans le plastique quand j'étais petit, comme nous tous d'une manière générale, mais le sport compétition voile fait que
voilà, si les bateaux volent aujourd'hui, si tout ça est là, en mer comme à terre, c'est grâce au plastique. Et alors que nous, dans le cœur de nos métiers et de notre R&D, pour ceux qui vont en mer, on est dans la bio-inspiration complète. On essaye de ressembler à l'aile de l'albatros ou à la nageoire de la baleine bleue ou du dauphin. Donc on est super efficient, sauf sur ce dossier, qu'est-ce qu'on laisse après ? Et la question c'est pourquoi. Et ça fait une quinzaine d'années, j'avais un ami qui vendait du carbone, du tissu de carbone. On commençait, nous, nos interrogations et nos travaux sur le faire autrement. Et comme ça, sur le coup de la boutade, il me disait, mais tu sais, dans la course au large, vous consommez 1/100 de ce qu'on consomme dans le golf pour faire taper une balle sur un green. Et en fait, ça remet en perspective, à mon sens, et c'est pour ça qu'on a créé notre fonds de dotation export, c'est pour travailler sur la technique professionnellement, mais repasser nos usages et nos comportements au sens large et dézoomer là-dessus. De quoi a-t-on besoin vraiment ? La fibre de carbone, je pense que pour faire l'égrément de la marine de commerce de demain qui naviguera avec la voile, ça sera important. Les foils pour les pompiers, les ambulances peut-être, mais encore faut-il qu'on ait tous le courage, l'honnêteté, et puis de dire ben voilà, il y a des choses qui doivent être essentielles et des choses dont on peut se priver et on peut avoir des solutions pour peu qu'on switch un peu de logiciel. Romain, j'aimerais vous faire réagir un peu là-dessus, parce que votre métier, c'est finalement d'en produire du plastique. Donc comment est-ce que vous préparez ça ? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette question et puis des réponses qui ont été apportées ? Moi, je reprendrai tous les points qui ont été évoqués. Je pense que peut-être sur le 2040, être 100% circulaire, ça me paraît un petit peu ambitieux, mais l'intervention, pour moi, est extrêmement complète. C'est-à-dire, il faut que ça soit recyclable, il faut que ça soit collecté, trié, réincorporé, recyclage mécanique, recyclage chimique, main dans la main, et pas l'un contre l'autre. Et donc, les bénéfices du plastique sont immenses. Les bénéfices du plastique sont immenses. La croissance de la consommation du plastique a accompagné, comme vous avez dit, une vie plus moderne, une vie plus confortable, une vie plus sûre. Après, il y a une énorme transition à faire pour passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Alors justement, cette question, c'est une question qui est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, une équation qui est particulièrement complexe à résoudre, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les questions liées à l'environnement. En fait, tout est systémique, donc en fait, tout est lié, tout se parle. Comment est-ce qu'on arrive à concilier aujourd'hui les considérations de prix, de qualité des molécules, la qualité environnementale, la durabilité ? Parce qu'en fait, c'est ça l'objet de cette conférence, c'est comment est-ce qu'on arrive à tirer parti des plastiques pour pouvoir décarboner, mais en même temps qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on n'en produise pas trop, ou en tout cas, voilà. Baptiste, vous l'avez un peu évoqué, mais quel est votre, par quel bout on peut prendre le sujet, en fait ? Par quel bout il faut qu'on prenne le sujet ? Je peux refaire l'exposé, mais alors, sur le plastique pour décarboner, je pense qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, beaucoup a déjà été fait en termes d'allègement, etc. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Alors peut-être, il y a encore de l'innovation, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit la solution pour décarboner le transport. Ensuite, il faut changer de vecteur énergétique. Mais comme on l'a dit, je pense qu'il faut tarir la source sur tous les plastiques inutiles. Donc, se poser la question des besoins, vous l'avez très bien dit. Et nous, ça c'est aussi tout le discours qu'on a à l'ADEME sur la sobriété, qui va être un levier objectif de décarbonation et de transition. Les Français y sont prêts, on a vu sur l'énergie, l'hiver dernier, avec ces petits gestes de sobriété, on a réussi à baisser de 10% la consommation. Ça n'était jamais arrivé, c'était inédit. On doit pouvoir le faire aussi sur plein d'autres volets de la consommation, et notamment sur la consommation de plastique. Alors Nicolas, peut-être plus sur le point de vue des industriels, parce que du coup la question est aussi vient aussi sur le prix, en fait, sur le prix des matériaux, et puis sur la question, on l'a parlé de la performance, mais il y a une équation là aussi chez les industriels à résoudre, quoi.
Oui, bien sûr, on peut peut-être apporter un témoignage automobile. Enfin, nous, on va regarder la performance de nos produits aussi en analyse de cycle de vie. Et bien sûr, on regarde la capacité d'achat des consommateurs. Mais je crois que nous, sur le plastique, il y a une vraie source de décarbonation parce qu'il y a encore un gisement important à aller chercher. Et donc, nous, quand on va partir de la feuille blanche lors de la conception d'un véhicule, on va devoir faire des compromis, des arbitrages au regard des spécifications fonctionnelles du véhicule. Et les contraintes sont nombreuses. On va utiliser plutôt du métal que du plastique lorsqu'on va chercher à assurer la sécurité des occupants du véhicule, puisque voilà, on a des métaux qui vont mieux répondre à cette obligation-là. Lorsqu'on va faire de l'efficacité énergétique du véhicule, non pas au moment de sa production, mais au moment de son usage, donc on va chercher des pièces qui présentent un avantage en termes d'allègement. Le plastique, évidemment, a un avantage de ce point de vue-là, hein, c'est indéniable. Et puis, on a la contrainte réglementaire qui aussi est une contrainte qu'il ne faut pas vivre que justement comme une contrainte. Elle est là aussi pour nous donner de la visibilité en nous fixant des objectifs. Et les objectifs sont ambitieux puisqu'on a donc aujourd'hui d'ores et déjà cet objectif de recyclage de 85% en masse et de réutilisation d'un véhicule hors d'usage, 95% en réutilisation-valorisation. Et puis demain, le législateur européen est en train de réfléchir à nous imposer des contraintes sur l'intégration de plastique recyclé à hauteur de 25% dans un véhicule, dont 25% en boucle fermée, ce qui signifie grosso modo de faire 2 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc cette visibilité-là, elle est importante pour pousser les acteurs à investir pour plus recycler, plus intégrer des plastiques recyclés. Vous parliez du prix, évidemment, le prix, à chaque instant dans la conception d'un véhicule, on s'attache à essayer de préserver la capacité d'achat des consommateurs pour leur garantir une liberté de mouvement, et ça, quelle que soit leur catégorie sociale, hein, bien sûr. Donc ça, c'est le champ de contraintes dans lequel on évolue, c'est notre terrain de jeu, et on essaie de s'adapter au mieux en fonction des besoins de nos clients et du type de véhicule considéré. Philippe, que dit finalement le rapport que vous avez, dont vous êtes le co-rapporteur? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce rapport pour qu'on puisse avoir une idée aujourd'hui de la pollution plastique et puis de son utilité aussi dans l'industrie? Alors, il dit notamment, parmi les 49 recommandations que nous faisons, il y a une qui répond parfaitement à la question que vous nous avez posée, à savoir par quel bout on prend le sujet. Le premier bout, c'est de savoir faire une sorte de bilan de ces plastiques qui sont utiles et de ceux qui sont complètement inutiles. Et quand je dis faire le bilan, ce n'est pas individuellement chaque secteur d'activité. Parce qu'après, moi, quand je suis amené à discuter avec les utilisateurs de plastique, les utilisateurs de plastique dans le domaine du vêtement, ils vont me dire c'est l'emballage va me dire c'est les pneumatiques des voitures, ainsi de suite. Donc il faut vraiment faire ce bilan partagé et qui va nous permettre de révéler ce qui est utile. Et il y a notamment, alors il y a 2 dimensions hein, dans le plastique. Est-ce que nous traitons aujourd'hui, qui est le carbone, il y a aussi les déchets. Mais sur le sujet carbone, il est indéniable qu'il y a des avancées. Le véhicule, on en a parlé, je vous parlerai de la fenêtre qui est pendant 30 ans dans un bâtiment qui va éviter ces déperditions énergétiques. Évidemment, elle va contribuer à limiter les émissions de CO2. Je peux vous parler aussi du plastique qu'on peut mettre sur le sol qui va permettre d'éviter de mettre des phytosanitaires pour contrer la levée des mauvaises herbes, qui va permettre une meilleure gestion de l'eau, de la matière organique qui va stocker du carbone. Et puis, pour faire aussi référence à ce que vous avez, des exemples issus du livre blanc de la profession qui s'appelait Les plastiques, la toube à carbone, un satellite qui va avoir le bon polymère, qui va lui permettre d'avoir la meilleure résistance et la meilleure longévité possible dans l'espace, qui nous permet de mesurer des paramètres climatiques et de mieux gérer, de comprendre au mieux quels sont les sujets et les solutions à la dérive climatique. Là aussi, il est utile. Mais le problème, c'est qu'on a en face de ça, et je vous donnerai 2 exemples concrets, aujourd'hui, des plastiques qui sont complètement inutiles, à usage unique, à durée de vie courte et parfois non recyclables. Je fais référence à cette orange qui est épluchée et vendue en quartier dans une barquette plastique, à cette tomate coupée en 2 vendue dans une barquette plastique, à l'œuf auquel on a enlevé la coquille ou au melon coupé en 2. Là, typiquement, on est sur des produits où le plastique n'a rien apporté. Juste une sorte de commodité. Et ça, c'est un sujet très important qui est aussi révélé par le rapport. C'est-à-dire que nous avons dit que le plastique a modernisé, sécurisé nos vies, mais les a aussi rendus plus confortables. Et souvent, les impasses, notamment dans l'emballage, sont sur des usages très confortables pour nous, qui fait qu'on a du mal à revenir en arrière, mais c'est de cela dont on va se priver. Donc faisons ce bilan partagé et collectif, et là on arrive à savoir ce qu'il faut enlever de ce qu'il faut garder. Arnaud, tout à l'heure, Baptiste disait que
le plastique pouvait être un moteur pour la décarbonation, si je ne me trompe pas, ou c'était l'inverse. Donc c'était l'inverse. Il disait plutôt au contraire qu'on ne pouvait pas dire que c'était un moteur pour la décarbonation. Et donc ma question, c'est celle-ci en fait. Est-ce que pour vous, c'est un moteur pour la décarbonation et si oui, comment en fait? Comment est-ce qu'on pourrait envisager ça? Bonjour à tout le monde. Moi, je me repasserai peut-être un petit peu plus en amont, on va dire aussi sur la chaîne de valeur, parce que le plastique, il vient quand même du pétrole. Là, on parle de décarbonation par rapport à la légèreté, des choses comme ça. Le processus de fabrication du plastique est quand même déjà très carboné. Oui, alors ça, mais c'est un élément important. Tout à l'heure, M. Pérez-Saint-Faber parlait d'analyse de cycle de vie. Quand vous faites l'analyse de cycle de vie des emballages, par exemple, ménagers sur le marché sur lequel on est, c'est un élément qui apparaît. Donc, il faut le prendre aussi en considération. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont purement du ressort de l'industrie lourde sur cet aspect-là. Donc moi, je pense, et je me permets de rebondir sur votre question, par quel bout prendre les choses. Philippe Bolo vient de parler de la pollution. Aujourd'hui, on voit très bien que les avantages du plastique sur sa légèreté, l'éco-conception potentielle, la diminution des épaisseurs, tout ce qu'on veut, le recyclage, il y a beaucoup à dire. On voit très bien qu'on a aussi un vrai problème, et je crois que le problème aujourd'hui de l'industrie plastique, c'est la pollution. Donc c'est comment fait-on pour adresser les problèmes de pollution? C'est ça, aujourd'hui, en tout cas, l'attente sociétale et l'attente, on le voit partout, qui est devant nous. Et quand vous prenez l'étape française de négociation du traité plastique, les chiffres qui ont été avancés, triplement de la production d'ici 2060, triplement. Donc on passerait bon an mal an de 400 millions à 1,2 milliard de tonnes, ça fait quand même ça fait du volume. Ça, c'est pour moi l'enjeu principal. Et je pense qu'il faut aussi dézoomer un tant soit peu. Là, on parle de la France, c'est super, parce qu'on est quelques acteurs industriels français, y compris internationaux, une agence publique de l'État, un responsable associatif et sportif de haut niveau national. Mais il faut aussi qu'on pense, parce que quand vous regardez la problématique du recyclage, les exports de déchets plastiques, on n'est pas un isolat français. La question plastique, c'est une question au moins européenne, voire mondiale. Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Donc là, soit je déroule mon petit topo sur les plastiques biosourcés compostables. On en parlera tout à l'heure. Ou alors, je vous redonne la parole. Mais en tout cas, je pense qu'il y a la décarbonation qui est importante. La question aujourd'hui de la pollution, qui est un sujet carbone également, parce que ça émet. Tout à l'heure, Baptiste parlait des CSR, de l'incinération. L'incinération de plastique fossile a une note carbone. Voilà. L'enfouissement a aussi des implications carbone. Donc il faut qu'on puisse regarder sur cet ensemble de cycles de vie. Et je pense que tous les industriels ici présents, nous on est prêts, et on veut que ce soit défendu comme ça aussi par rapport à la concurrence, à faire ce cadre commun d'ACV. Parce qu'on voit tous, de plus en plus, aussi bien les consommateurs, les associations, ce qu'on appelle la société civile ou nos clients, nous demander de l'information. Donc c'est sûr que si vous avez X qui arrive avec telle valeur et vous arrivez avec telle valeur, vous rentrez dans une nouvelle boutique, une nouvelle bataille de chiffonniers qui porte plus sur le prix mais sur la note carbone. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'industriels dans le pays qui sont prêts à relever le gant avec l'autorité publique pour pouvoir avoir un cadre commun. Roland, j'imagine que vous êtes complètement d'accord, en phase avec ce discours, parce qu'en fait, dans la préparation, c'est un peu ce qu'on se disait. Pardonnez-moi, je suis d'accord ou pas d'accord? D'accord. Là, je pense que vous êtes d'accord. Oui, non, mais je partage le constat fait par M. le Président au démarrage, je partage tout ça. J'ai une appétence, moi-même, on en reparlera sur la compostabilité des choses, parce que nous-mêmes, on doit être compostable, hein, donc ça serait dommage qu'on soit plein de microplastiques et qu'on reste trop longtemps. Donc oui, je partage, j'ai peu de choses à rajouter. Je ne sais pas si c'est le moment où vous parliez d'ACV, on ne va pas en parler tout de suite. Si, c'est ça, en fait. C'est la question, justement, de comment est-ce qu'on arrive à réfléchir en cycle de vie maintenant sur les plastiques et pour essayer de définir les meilleurs usages. En fait. Ouais, donc nous au bureau d'études, c'est clairement un point qu'on travaille depuis longtemps, au point d'avoir maintenant notre outil d'ACV et des personnes dédiées à ça en permanence, et c'est un blocage. Alors j'ai jamais été le meilleur dans le détail des chiffres, mais pour la faire courte, un bilan d'ACV, c'est comme un bilan comptable, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Donc il faut être extrêmement clair dans la technique sur ce qu'on développe.
en même temps qu'il faut développer un discours vulgarisateur, si je peux me permettre. Il faut raconter une histoire et embarquer le consommateur ou embarquer en tous les cas le réseau dans lequel on est. Mais il ne faut pas dire de bêtises. Aujourd'hui, dans le monde des résines, du composite spécialement ou autre, on a encore beaucoup de mal, nous, dans la finesse, à obtenir les informations, à avoir un consensus, à avoir les vrais chiffres. Donc on met nos tripes sur la table, nous, quand on développe un projet avec un client. Donc on va jusqu'au bout des choses avec cette difficulté de dire oui, maybe, mais aux infos qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un vrai truc. Vous en parliez dans le discours d'ouverture. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça parce que nous, ça fait une 12aine d'années maintenant qu'on travaille c'est bien carbone ou ACV, suivant ce qu'on veut, d'abord dans le domaine du nautisme et après dans d'autres domaines. On passe par toute la phase d'acculturation générale des entreprises, ensuite par la confidentialité et les recettes qui sont difficiles forcément à donner, j'imagine bien, mais on n'avancera pas. On n'avancera pas si on a des faux chiffres. Nous, dans nos réalisations techniques, c'est un vrai sujet, quoi. Et est-ce que vous rencontrez des résistances en fait, quand vous travaillez sur ce type de projet avec les entreprises? Par où ça arrive? Ouais, alors ça fait quelques années, parce que on a l'habitude d'être un peu aventurier, on va dire. Donc, mais c'est vrai que la notion de R&D, depuis 6 ou 8 ans, on a vu plus de résistance au développement que de recherche et développement chez les partenaires qu'on voulait trouver. Bon, ça fait partie du jeu, c'est agaçant, mais c'est pour ça qu'on s'entête aussi. On en a, moi, ce que j'analyse aujourd'hui, vu de loin et sans parler trop technique, dans les bureaux d'études, parce que c'est compliqué de changer d'habitude. Même si à la tête de l'entreprise, on peut avoir une volonté, on a des réticences parce que effectivement, dans des moments en plus où il y a de la croissance, où la prod est à fond, on a autre chose à faire que de s'embêter avec ça. Et je dirais, ce que j'ai analysé plus depuis 2 ou 3 ans, c'est cette résistance au changement, mais du point de vue du marketing et du point de vue de tout ça, puisque là aussi, depuis 30 ou 40 ans, on nous a habitués à acheter des choses ou à nous les vendre avec des codes, avec des façons de faire. Et là, moi, dans le domaine du bateau, j'ai des exemples très concrets. On en voit dans d'autres domaines, au travers de la commercialisation de nos composites biosourcés aussi. Et là, on a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi. Et ça passe pas. Ça va très loin. On n'est plus dans la recette de la résine. Là, il faut retourner aux écoles, aux formations et ouvrir les chakras sur le consommer autrement. Vous travaillez sur cette notion justement d'accompagnement. Alors c'est de l'accompagnement au changement presque de dirigeants, mais Nicolas Lubigo, est-ce que les industriels travaillent sur cette acculturation, justement ce changement de mindset en fait qu'il faut avoir pour pouvoir arriver à cette nouvelle approche en fait des matériaux? Alors totalement, comme je le disais, la CV pour nous est devenue notre boussole de référence pour évaluer la pertinence de nos actions industrielles, de notre stratégie industrielle et des produits. On a été beaucoup critiqué sur le véhicule électrique en particulier, qui certes est zéro émission de CO2 à l'usage, mais évidemment il faut prendre en compte le contenu carbone de l'électricité qui est utilisée par le véhicule. Et aussi on a un impact en termes de intensité carbone de production. Un véhicule électrique, avec en particulier des batteries qui viennent d'Asie, c'est à peu près le double de l'empreinte carbone de production qu'un véhicule thermique classique. Mais si on regarde ça sur une approche ACV, en prenant en compte la production et l'usage, au regard du mix électrique européen moyen, on a un véhicule électrique qui est un vrai levier de décarbonation extrêmement puissant, et c'est la raison pour laquelle on va à fond dans cette direction. Donc l'ACV, donc on en a développé nous en interne une méthodologie évidemment qui concerne les véhicules, mais on est en train d'essayer de l'harmoniser à l'échelle internationale dans un cadre Nations Unies, au moins dans un premier temps avec les autres constructeurs automobiles. Voilà. Et donc évidemment, je pense qu'il est important qu'on essaie aussi de trouver des voies d'harmonisation interfiliales. Donc pour nous, le plastique est une vraie voie de décarbonation. Et donc, comme vous le disiez, on va travailler sur plusieurs axes. Déjà, on va sélectionner des fournisseurs qui ont la moindre intensité carbone de production, parce qu'eux-mêmes se seront plugués sur des sources d'énergie décarbonées, ce qu'on doit tous faire en tant qu'industriels, évidemment.
On va sélectionner des plastiques qui intrinsèquement ont moins d'empreinte carbone, du polypropylène ou polyéthylène à la place des polyamides. On va travailler sur la frugalité de matière. Et puis aussi, on va se projeter 20 ans en avant au titre de la constitution d'un gisement de matière à recycler pour qu'elle puisse être réintégrée dans nos processus de fabrication. Donc là, on est bien dans l'éco-conception. On va réduire le nombre de nuances de plastique différents dans un véhicule pour se donner les moyens de bien les traiter, faire des grosses pièces monomatériaux, de sorte à pouvoir les démonter facilement et leur faire suivre une voie de valorisation. Voilà. Donc cette voie de valorisation-là, pour nous, c'est un vrai axe de développement face à l'autre voie de valorisation qui consiste à broyer le véhicule, toute matière confondue, et ensuite à faire un tri post-broyage. Donc ce tri post-broyage nous donne des matières plastiques à réutiliser, certes, mais elles sont quand même polluées par d'autres types de substances. Et donc voilà, on a une valeur ajoutée de cette matière qui n'est pas suffisante pour être utilisée pour toutes les pièces du véhicule. Et donc là aussi, on a sans doute des travaux à faire pour améliorer le tri post-broyage. Alors il y a aussi la question des matériaux qu'on utilise, enfin des matériaux plastiques qu'on utilise, notamment les matériaux biosourcés et compostables. Baptiste Périssin-Parfaber en a parlé rapidement tout à l'heure. Du coup, je me tourne vers vous, Arnaud. C'est votre moment justement de pouvoir parler des parties. Je vais pouvoir faire ma choré alors. Des matériaux compostables. Non, mais je pense que par rapport à ce que moi j'insiste sur le côté pollution et aussi / opportunité, parce que c'est aussi un gisement. La question, c'est par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, et tout à l'heure, Baptiste Périssin-Faber parlait aussi de la réalité du recyclage par rapport à ce qu'on peut entendre, la réalité de l'économie circulaire, ce qui se passe vraiment. Les stats françaises sont assez intéressantes et on apprend des choses. Donc la question, c'est est-on capable, et là je me tourne vers le député présent à mes côtés, est-on capable de se passer d'une alternative, quelle qu'elle soit, par rapport aux défis devant lesquels nous sommes. Donc on parle beaucoup du recyclage chimique, parfois c'est un peu vendu comme la solution miracle. Moi, personnellement, j'attends de voir. Recyclage mécanique, dont on voit quand même les difficultés, parce qu'il ne faut pas confondre ce qui rentre dans un centre de tri, ce qui va sortir en matière dite recyclée et ce qui sera réincorporé. Vous regardez, vous avez quand même un petit delta. Parfois, on frise les 40%, donc c'est quand même pas anodin. Et pour certains usages utiles, et je me joins à la question de l'utilité, est-on capable de se passer de cette nouvelle famille de plastique biosourcé? Et moi, je rajoute / compostable. Vous avez différents plastiques biosourcés, avec un intérêt en termes de carbone biogénique, parce que là, vous êtes sur des choses qui sont intéressantes en termes de cycle de vie de la matière, en tout cas qui donnera une partie non négligeable de cette matière à caractéristiques plastiques. Donc voilà, donc c'est ça la question. Là, on a un grand défi qui est devant nous, qui est la collecte des biodéchets au 1er janvier 2024 pour l'ensemble du continent européen. Vous avez un débat entre comment va-t-on organiser la précollecte. Donc va-t-on avoir une précollecte en vrac, avec tout ce que ça veut dire sur des déchets alimentaires, emballés, et là, dans la question de l'emballement, de l'emballage de cette partie-là de biodéchets, vous avez deux familles, ceux qui pensent qu'on peut faire avec des sacs biosourcés et compostables, ce qui est notre cas, ou du sac papier, ce qui est aussi notre cas parce qu'on fait du papier, et vous avez des gens qui pensent qu'on peut faire ça avec des sacs en polyéthylène. Nous, là-dessus, on alerte, et je me retourne vers l'ADEME là-dessus, attention à demain, la question des microplastiques dont on parle assez peu encore aujourd'hui. Vous avez un processus dans le cadre de tri qui va faire ce qu'on appelle déconditionner la matière. Donc vous allez avoir un couteau qui passera, on séparera l'emballage de la matière organique, mais on sait que chaque fois, il y a un petit bout quand même de plastique qui va s'arracher, qui va venir contaminer ces biodéchets. Donc il va se retrouver à terme, soit dans les processus de méthanisation en cours, ou alors dans le compost. Donc voilà, vous devez parler tout à l'heure de par quel bout prendre le sujet. Je pense qu'il y a une partie des emballages où il y a une volonté, en tout cas c'est notre cas, nous, de participer à un truc un peu plus grand, qui est aussi nourrir les sols. On en a parlé tout à l'heure sur le compostage, c'est ça que ça veut dire, nourrir les sols européens, qui en ont bien besoin. Vous êtes comme moi, vous lisez les articles, on voit très bien qu'on a des rendements qui sont en train de baisser, qu'on est obligé de picouser les terres pour maintenir ces rendements, qu'on a des problèmes de maintien de l'eau, de maintien de la vie dans les sols. Ça, vous y remédierez par un apport massif, et j'emploie le terme massif, de matière organique par les composts. Donc voilà, donc là on est en train de se regarder en chien de faïence. Il y a des États où ça a été mis en place, ça fonctionne bien. C'est pas très loin, c'est de l'autre côté des Alpes en Italie, avec des collectes de biodéchets organisées, une filière de compost qui marche bien, un éco-organisme dédié aux matières biosourcées et compostables,
pour faire les investissements nécessaires, la R&D, parce qu'il faut qu'on travaille encore là-dessus. Demain, peut-être qu'on aura des pièces d'automobile qui seront compostables dans X années. Nous, on discute, par exemple, avec l'ONF, avec un partenaire industriel, pour faire les petits manchons, vous savez, les manchons qui accompagnent les arbres, là, qui restent en forêt. Ça reste en forêt. Donc, vous avez l'arbre qui va le faire exploser en grossissant, et vous aurez une pollution plastique microscopique qui ne va jamais disparaître pendant des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, on est en capacité d'éviter ça. Donc, est-ce que la responsabilité de tout le monde, c'est pas d'essayer de promouvoir ces solutions, plutôt que de dire on ira chercher ce plastique en forêt, ce qu'on fera jamais, parce qu'au bout de 10 ans, il sera dans un état complètement compliqué à retirer, avec des ronces, tout ce qu'on veut, en partie déchiqueté, à cause de la fonction de l'arbre et des UV, des choses comme ça. Donc on voit très bien qu'on a ces enjeux devant nous. Donc c'est un arbre avec beaucoup de décisions, vous voyez, qu'il faut prendre, suivre. Et nous, on pense qu'en termes d'innovation, il y a certainement à travailler encore. D'ailleurs, c'est ce qui rend le sujet très, très riche. Mais la question des plastiques biosourcés est intéressante. Elle est aussi intéressante, on n'en a pas parlé ce matin, sur des sujets de souveraineté. Parce que vous avez une grande partie des matières que vous pouvez cultiver dans votre continent, j'élargis un peu le spectre, à l'échelle européenne. Que ce soit de l'amidon pour du maïs, de la fécule pour des pommes de terre féculières, d'autres matières également. Il y a des gens qui travaillent sur la caséine de lait. Vous voyez, et tout ça, c'est des matières qui sont disponibles, qui ne viennent pas être en concurrence non plus avec l'alimentaire. Donc voilà, aujourd'hui, les plastiques biosourcés à l'échelle mondiale, c'est 2%. Et on pense qu'il y a un avenir assez intéressant là-dessus, en régulant intelligemment, mais en permettant d'avancer. Quand on parle de plastique compostable, on en a parlé lors de la préparation, on est bien d'accord que c'est des plastiques qu'on ne peut pas composter chez soi. En fait, vous avez parlé d'une filière à créer autour des composts. On parle de... Alors, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas les composter chez soi. Le hic, c'est que vous et moi, on n'est pas maître composteur. Et que pour que ça marche bien, un compost, et je vous encourage à le regarder dans votre jardin si vous avez un jardin, il faut retourner votre terre, les déchets, il faut parfois bien les aérer, il faut les arroser, il faut les nourrir avec parfois de la matière sèche. Il y a quand même beaucoup de choses, et il y a un très bon guide de l'ADEME là-dessus, sur le compostage, si vous voulez regarder tout ça de tout près. Donc c'est ça, il ne faut pas simplement faire porter la responsabilité de la fin de vie d'un produit sur un particulier. Le produit fonctionne, en tout cas il y a une norme, il y a un standard, il y a un label qui s'appelle Home Compost, qui fonctionne, qui est assez strict. En tout cas, il y a beaucoup de matières qui ne rencontrent pas ce label. Et ça, j'en suis sûr, par exemple, qu'on nous vend ça comme étant du papier, donc étant biodégradable. Je vous mets au défi de le faire se décomposer et de faire une analyse fine. Et je ne suis pas sûr qu'on retrouve que du papier là-dedans. Donc voilà, il y a des industriels qui ont fait ce pari-là. Après, on se rend compte qu'on parle de 7 à 8% de la population simplement qui composte. Il faut éviter que ce soit un frein au développement de ces produits, parce qu'on a trop de contre-exemples, parce que les gens ne vont pas respecter correctement la question de comment faire le compost. Et un dernier point, si vous me permettez, il y a aussi la problématique de l'État, donc la puissance publique, dans son rôle de contrôle, notamment de ce qui rentre sur les marchés. Parce que c'est des produits qui attirent, parce qu'ils sont très peu chers, donc on les fait venir parfois d'autres parties du monde, hein. Vous prenez l'Asie, le Vietnam, qui viennent inonder certains types de marchés. Là, il n'y a pas de contrôle sur le côté, si vous avez le bon label TÜV ou pas, et marqué en gros compostable. Vous voyez, marqué 100% compostable. Ce qui n'a pas de sens quand vous n'êtes pas adossé à un label et donc à une référence et un standard. Donc voilà un petit peu l'enjeu. Donc vous voyez, c'est un jeu multi-acteurs. Roland, peut-être, vous travaillez aussi, en tout cas vous avez créé un matériau biosourcé composite qui est un fibre de lin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que vous l'utilisez? Quand est-ce que c'est pertinent de l'utiliser ou pas? Oui, le carlin, alors c'est le fruit d'un chemin au début de remplacer ce qu'on pouvait pour faire moins impactant partant de notre ADN nautique, donc le composite des bateaux, donc remplacer la fibre de verre par de la fibre végétale, en l'occurrence de la fibre de lin. Je reviens juste sur les histoires d'ACV, c'est aussi, j'aimerais, on essaie de l'expliquer à l'oral, mais on a l'ACV très technique,
qui est là, qui normalement ne doit souffrir d'aucun compromis. Et on a la relativité des choses aussi. La fibre de lin, par exemple, on a le meilleur lin du monde en France, on a de la chance. 80% de cette production part en Chine pour nous revenir sous forme de vêtements. Donc l'idée de créer une filière de lin technique composite, même si aujourd'hui on a encore des verrous techniques et des progrès à faire au niveau de l'impact environnemental du composite fini, parce qu'on se heurte à la pétrochimie, en fait, il faut qu'on trouve des bonnes résines pour faire tourner des coques de bateau, mais en relativité de CO2, on a des gains très directs à faire si on relocalise, et ça c'est pas marqué. On a des matériaux qu'on teste aussi en ACV, comme le basalte ou autre. Bon, les uniques carrières sont en Russie, je crois. On a du mal sur la traçabilité sociale et je veux dire sociétale de tout ça. C'est pas dans un bilan carbone, donc je voulais juste revenir là-dessus. Et donc le chemin s'est continué en fait grâce je pensais à la résistance au développement, mais le milieu nautique, ça fait une dizaine d'années, n'était pas partant. Ce qui nous a permis, nous, de réfléchir en termes d'entreprise, il fallait bien qu'on trouve des marchés, et aussi si on veut moins salir notre océan qui se portera très bien, on pourra le laisser tranquille quand on arrêtera de lui envoyer tout ça en mer. On s'est porté en fait sur les volumes plastiques composites qui étaient terrestres, quoi. Et donc ça nous a permis de découvrir, de travailler sur les thermoplastiques biosourcés justement, le PHB, le PLA, enfin un certain nombre d'entre eux, et de faire des matériaux composites. Alors ce sont des applications, ce qui est fou, c'est très schizophrène comme démarche, puisqu'en fait les premiers clients qui sont venus nous voir, c'était le monde de l'éphémère, de ce qu'on appelle la PLV, de la publicité, des expositions, tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile à essayer de faire du plus propre, du plus durable, du plus ce qu'on veut, pour quelque chose qui va durer un jour, une semaine, un mois, 3 mois. Donc il y a un discours entre guillemets d'accompagnement. Encore une fois, je dis on met nos sentiments dans un produit qu'on construit. Mais c'est pas possible. Il faut déjà réfléchir au circuit de recyclage, à la fin de vie de l'affaire, la compostabilité. Donc la chose, je partage complètement votre avis. Mais tout ça, c'est à revoir en même temps. Donc voilà, le Kerlin, en fait, notre marque, on va de sandwich à base de liège, de balsa ou d'autres types de mousse de quelques millimètres à 20 à 30 millimètres, à ce qu'on appelle des monolithiques, donc qui peuvent faire nos cartes de visite comme un tas d'applications. Et pour moi, ça a ce côté merveilleux, moi qui suis tombé encore une fois dans le composite quand j'étais petit, dire ben oui, bien récupéré, bien fait en compost, ça retourne à la terre. C'est un côté magique. Je pense que c'est le Graal pour ceux dont on parle là, parce que mais la route est évidemment encore longue, mais c'est ça qui est excitant. Merci beaucoup. Alors Arnaud Leroy le disait tout à l'heure, hein, le plastique, ça commence avant tout au moment de la production, quand on produit les plastiques vierges. Et puis effectivement, c'est ça ça a un énorme impact aussi au niveau de la production de carbone. Et donc c'est un sujet qu'on se doit d'aborder. Quels sont alors déjà peut-être, est-ce que Romain, vous pouvez nous expliquer un peu la stratégie de DAO vis-à-vis de ça, et puis ensuite qu'on puisse voir comment est-ce qu'on arrive à décarboner, ou en tout cas à réduire la production de carbone quand on produit des plastiques. Alors je ne sais pas si on va le projeter, le premier slide. Ouais. J'en ai déjà parlé. Donc la première partie, et c'est là où on est très aligné avec l'approche de l'ADEME, Design for Recycling, donc vraiment avoir dès le début une approche circulaire, et là, décomplexifier. Je pense que ça a été également évoqué pour l'industrie. Quand on utilise de multiples différents plastiques pour faire un emballage, la valeur pour le recycleur est de 0. Quand on a un emballage pur polyéthylène, polypropylène, polystyrène, PET, là, le recycleur va être capable de payer pour la balle de déchets. Et vraiment, c'est vraiment, pour moi, il y a le vecteur législatif, mais le vecteur économique est très très puissant. S'il y a de l'argent, il va y avoir des investissements. Deuxième, c'est le mechanical recycling, donc le recyclage mécanique. En fonction de la qualité du déchet, il y a possibilité de recycler les matières pures. Éventuellement, quand elles sont légèrement polluées, on peut même incorporer des compatibilisants pour améliorer la qualité. Le troisième, et ça encore une fois, c'est en fonction de la qualité du déchet, le recyclage chimique. En fonction des polymères, ce n'est pas la même chose. Certains polymères peuvent être dépolymériser, comme le PET, le polystyrène. D'autres doivent être
c'est la pyrolyse, donc on chauffe en absence d'oxygène et on permet d'avoir un naphta qui est en fait la matière première pour les plastiques. Bio-based, là c'est notre approche, nous, c'est d'utiliser des biodéchets qui sont processés par une bioraffinerie qui nous donne du bio-naphta. Alors ça veut dire qu'on va produire exactement la même molécule, absolument pas des molécules qui sont compostables, puisqu'on a le même éthylène, donc ça fera le même polyéthylène, le même propylène fera le même polypropylène. Et enfin, la dernière étape, c'est comment on produit. Et donc, c'est la partie comment on réduit l'intensité carbone. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, pour vous donner la localisation de notre plus gros site, c'est à Terneuzen. Si vous ne connaissez pas Terneuzen, c'est une charmante bourgade industrielle en Hollande. Et en Hollande, le CO2 et la montée des eaux, c'est un sujet qui leur est très vivace, parce qu'il y a eu d'immenses inondations dans les années 50. Une grande partie du pays est sous le niveau de l'eau. Et notre site est l'un des premiers émetteurs de CO2 du pays. Donc il y a énormément de discussions avec les institutions, puisqu'on produit plusieurs millions de tonnes de CO2 sur notre site. Donc juste pour chiffrer un petit peu. Pourquoi? Parce que pour passer du naphta au plastique, il faut chauffer extrêmement fort ce naphta et casser ces molécules complexes pour en faire des molécules simples, éthylène, propylène, benzène, toluène, xylène. Et donc, si on peut passer sur l'autre slide. Alors, voici un cracker qui est en fait un immense four, la partie centrale. Et donc aujourd'hui, on fait circuler du naphta dans ce cracker. Les molécules sont cassées, on récupère des molécules plus petites, très utiles pour fabriquer ce qu'on appelle nos briques pour fabriquer des polymères. Une partie de des produits, c'est du méthane. Et le méthane n'a aucune valeur chimique. Le méthane n'a qu'une valeur calorifique. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de récupérer ce méthane à travers un ATR, donc du réformage thermique. C'est un procédé que, on va dire, Air Liquide maîtrise très bien pour faire de l'hydrogène. Donc on prend du méthane, CH4, on enlève les 4 atomes d'hydrogène qu'on peut brûler dans notre cracker, et quand on brûle de l'hydrogène, miracle, on n'a que de l'eau. Après, il y a quand même un déchet qui s'appelle du CO2, mais un CO2 extrêmement concentré qu'on peut capter, liquéfier et enfouir dans les puits de pétrole ou les puits de gaz qui ont gardé ces énergies fossiles pendant des millions d'années. Dans un futur encore plus loin, on parle d'électrification des crackers. Donc là, on passe d'une bouilloire. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est la résistance que vous voyez en bas. Donc on passe d'une bouilloire à un toaster, un grille-pain, pour faire simple. Donc on apporte la même quantité d'énergie pour casser les mêmes molécules, mais au lieu de le faire en brûlant aujourd'hui du méthane, demain de l'hydrogène, on utilise de l'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que... et on parle de quantité d'énergie gigantissime. C'est pour ça que la Hollande a une courbe de croissance prévue d'énergie renouvelable bien supérieure à sa consommation aujourd'hui, parce que aujourd'hui l'électricité sert à l'usage commun. Demain, l'industrie sera un énorme consommateur d'électricité, et donc bien sûr une électricité renouvelable non carbonée ou bas carbone pour pouvoir décarboner nos process. Merci beaucoup. Alors j'espère que c'est clair pour tout le monde, parce que c'est vrai que c'était assez technique. Voilà, c'est ça. Grosso modo, on passe d'une bouilloire à un toaster. À un toaster, exactement. Okay. Et avec de l'énergie verte. Ok, super. Merci beaucoup. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même une ambition de l'industrie d'arriver à se décarboner, ou en tout cas à décarboner la production des plastiques vierges. Mais il y a aussi, il faut prendre en compte aussi, c'est le recyclage donc, des plastiques qu'on récupère, en fait, qui sont collectés, car ce recyclage a aussi un impact en fait, CO2 forcément. Peut-être, Baptiste, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de l'impact du recyclage sur la production de carbone, sur le CO2? Alors là encore, il faut revenir aux ACV.
là pour le coup, les ACV, elles sont assez connues, hein, quand on recycle une tonne de plastique, on évite 1,5 tonne ou 2 tonnes en scope 3 pour les initiés de tonnes de CO2 émises. Donc voilà, donc le recyclage a vraiment un intérêt. Après, je pense que c'est vraiment très intéressant cette présentation là, de comment on va décarboner le process. Là, puisque quand on raisonne en cycle de vie, il faut qu'on aille jusqu'au process. En France, donc l'ADEME est l'opérateur d'un grand fonds de France 2030 sur la décarbonation de l'industrie. On va bientôt publier aussi un plan de transition sectorielle sur l'industrie du plastique. Donc voilà, ça c'est vraiment important qu'on s'en occupe et c'est assez inédit, en tout cas les moyens publics qui sont mis à disposition. Donc aux Pays-Bas, ils ont aussi leur plan évidemment. En France, en tout cas, il y a des moyens publics qui sont considérables pour décarboner l'industrie. Arnaud Leroy, peut-être là-dessus aussi sur la question du recyclage, de l'impact du recyclage, et puis peut-être aussi les outils qu'on a aujourd'hui pour quantifier la production de carbone liée au recyclage, ou en tout cas l'économie plutôt. Ça a été dit, de toute façon, on est au début du process. Quand on voit, en tout cas, peut-être que M. Bollot est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, il a fait un travail tout récent en cartographiant les investissements à venir, aussi bien dans le chimique que le mécanique et tout ça. On voit aussi qu'on a un sujet d'équipement à mettre en place. Il y a un élément dont on n'a pas parlé non plus, et nous on intègre beaucoup de plastique recyclé dans une partie de nos produits, c'est la qualité. C'est qu'on a des enjeux de qualité aussi dans les matières recyclées. On fait toujours référence à la problématique du contact alimentaire, ou en tout cas des problématiques spécifiques peut-être pour des industries de pointe comme l'automobile ou l'aéronautique. Mais dans le quotidien, dans notre vie quotidienne, aujourd'hui, il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas mettre du plastique recyclé parce que vous n'avez pas des produits de qualité en quantité suffisante. Donc du coup, la montée en gamme également de la filière recyclage avec par exemple des stations de lavage ou des choses comme ça, du tri beaucoup plus fort, est à mon avis aussi important. Au-delà du simple volume, parce que ça serait dommage, et nous on le voit, parce qu'on renvoie quand même un nombre de camions par semaine assez conséquent, avec des réserves, pour ceux qui connaissent tout ça, parce qu'on a des produits qui arrivent, qui sont très mal lavés, qui puent, et que vous ne pouvez pas intégrer, c'est impossible. Et parfois, et c'est aussi très intéressant, c'est qu'on se met du côté du consommateur, vous avez aussi le côté ouvrier, où vous devez une sécurité à vos ouvriers par rapport à l'origine des matières recyclées. Quand vous avez des balles que vous n'arrivez pas à identifier, par exemple, vous avez des opérateurs qui refusent, à juste titre, de traiter ça, parce qu'ils ne savent pas si ça a été au contact de tel produit chimique, de tel, par exemple, produit agricole. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un élément aussi à prendre en considération quand on aborde le recyclage. Sur la question des émissions, ça a été dit par Baptiste à l'instant, sur du PE, nous on voit, par exemple, sur une tonne de recyclé, on est à un facteur 10, on est à 275 kilos, quelque chose comme ça, pour 2000 quand on fait sur du plastique vierge. Donc il y a cet aspect-là qui est aussi important. Et plus on aura du plastique de recyclé, de qualité, moins on devra réintégrer de matière vierge. Parce que je pense qu'il faut aussi sortir du mythe des produits 100% recyclés. Vous avez toujours un petit fond quand même de matière vierge pour des affaires d'homogénéité, pour des paires de caractéristiques, tout ça, tout le monde connaît tout ça. Donc plus on aura du plastique recyclé de qualité, plus on pourra faire descendre cette part-là. C'est aussi un chemin pour assurer une partie de la décarbonation. Philippe Bollot. Ouais, et sur le recyclage, alors je sais qu'il va y avoir une table ronde cet après-midi, mais bon, c'est intéressant. Sur le sujet cet après-midi, je pense que ici aussi sur le sujet du recyclage, on est sur la même préoccupation que ce qu'on a, le questionnement depuis le début sur le carbone, c'est comment on mesure les choses et dans quel périmètre on les mesure. Ça, c'est véritablement important. Il faut vraiment être très rigoureux sur ce sujet-là. Sur le recyclage, la preuve est faite aujourd'hui que quand je recycle du PET ou du PEHD, je consomme moins d'énergie, j'émets moins de CO2. Mais est-ce que ce polyéthylène ou ce terephthalate haute densité, je le réutilise, je le réincorpore ou non? Ça, c'est une autre question. Et donc, le périmètre est très important. Et finalement, on revient aussi à la logique, au fondement même de l'économie circulaire, des 3 R. Le premier, c'est la réduction. Alors, quand on dit réduction, souvent, c'est vu comme quelque chose de décroissant. Non, pas du tout. C'est une réduction des consommations qui, de toute façon, est mathématique avec les R qui suivent. Parce que si on met en place le réemploi, la réparation et la réutilisation, inévitablement, ça va réduire. Et si on fait du recyclage,
qu'on va réutiliser, ça va réduire aussi le polymère vierge. Donc vous voyez, tout ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir ce qu'on mesure et dans quel périmètre et comment les choses sont... comment il faut vraiment considérer toutes ces choses-là. Parce qu'effectivement, du coup, on peut dire que le recyclage permet d'atténuer l'empreinte carbone de la plasturgie, mais si d'un autre côté, on continue à produire autant de polymères vierges, on n'a rien décarboné du tout. Au contraire, c'est l'effet inverse. Et tout ça est véritablement très important. Donc il faut vraiment aussi, dans l'avenir, savoir exactement de quoi on parle, avoir les bonnes méthodes pour s'entendre sur les chiffres et donc sur les méthodes de calcul, on en a parlé, les ACV, toute la métrique, et puis aussi sur les périmètres. Parce que parfois, quand on écoute certains acteurs qui nous donnent leurs politiques vertueuses en matière de réutilisation, de recyclage, etc., et d'utilisation de matières vierges, quand vous mettez tout ça en équation, on ne retombe plus sur nos pattes. C'est-à-dire qu'il y a des doubles comptes où il y a des trous dans la raquette. Donc ça, c'est véritablement important, et c'est par là que passera aussi les pratiques vertueuses en matière de plastique, moins polluants pour l'environnement, et avec évidemment leur concours pour la neutralité carbone. Merci beaucoup. On arrive au moment des questions-réponses. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à nous les poser, à lever la main pour qu'on puisse les poser. Alors je ne vois pas bien parce que j'ai la lumière, mais est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos invités? Alors je vois quelqu'un là, un monsieur à droite, au milieu de... C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Ici, voilà. Merci beaucoup. Monsieur, merci. Je vous en prie. J'ai une question pour le député Philippe Bollot. En fait, suite à votre rapport avec votre collègue Préville, sénatrice Préville, sur la bombe à retardement de la pollution plastique, qui était d'ailleurs félicitations pour ce rapport, parce qu'il était bien structuré, bien étayé, etc. Mais d'un autre côté, quid de l'industrie de la plasturgie? Quelle est votre vision à moyen terme, je dirais, jusqu'en 2030? Comment doit évoluer cette industrie de la plasturgie pour répondre aux challenges qui ont été en partie exposés ce matin? Qu'est-ce que nous, industriels, nous devons faire concrètement de nos usines, de nos employés, etc.? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour qu'on puisse... Oui, je m'appelle Gilles Istin de Knauf Industrie. Merci. Merci de vous être présenté, parce que vu d'ici, en on fait, c'est très sombre et on voit quelqu'un, il y a quelqu'un qui parle, on entend quelqu'un qui parle, mais sans voir véritablement de qui il s'agit. Deux façons de répondre. La première, et c'est véritablement important à rappeler à chaque fois, c'est le poids du monde économique dans une nation telle que la nôtre. En gros, le budget, alors je vous parle du budget de l'État, 2 secondes, ça va être très rapide, avec quelques grands chiffres. Je vous parle des politiques publiques de l'État, donc je ne vous parle pas de la sécurité sociale, je ne vous parle pas des collectivités territoriales. Les politiques publiques de l'État, c'est 400 milliards d'euros en moyenne de dépenses par an. Okay, et les recettes de l'État pour financer ces 400 milliards, c'est 300. Donc pour dépenser 400, on a 300. Donc si tous, chez nous, on a cette même équation, on se rend compte que très rapidement, ça va être compliqué. Donc la jonction entre les deux, elle se fait avec l'endettement qu'on a chaque année, avec la dette. Donc, et quand on regarde ces chiffres-là, déjà, on se pose une question, et il faut regarder le poids de l'économie là-dedans. Et j'avais fait un calcul rapide, c'est-à-dire sur les 300 de recettes, il y en a à peu près 60-70% qui viennent de l'activité économique. Donc ça, c'est une première façon de répondre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend ces problèmes-là, il faut les prendre du point de vue économique, du point de vue de l'activité économique et de ce que ça génère comme richesse pour l'État à repartager au travers de politiques publiques. Donc si demain on dit qu'il ne faut plus de plastique, eh bien, ça fait des recettes en moins, et donc il faut réduire les politiques publiques, lesquelles on réduit. C'est l'objet de notre débat, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, comment les entreprises doivent réagir? On l'a déjà dit les uns et les autres, ça a été parfaitement dit en introduction, c'est le principe de l'économie circulaire et en particulier l'éco-conception. J'ai fait 25 ans dans une entreprise avant d'être député. J'étais confronté à des défis aussi d'évolution en lien avec des enjeux climatiques et environnementaux. On arrivait toujours à trouver des solutions. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, il y a le retour sur investissement.
Et je sais que vous allez me dire qu'il ne faut pas qu'on fasse évoluer trop souvent les lois, parce que si vous investissez lourdement pour atteindre les objectifs d'une loi, vous n'aimez pas que 3 mois après on change, parce que l'investissement, il ne sert à rien. Mais en tout cas, quelque chose qui est très vertueux, c'est l'économie circulaire, c'est ces 3 piliers que vous connaissez, les 3 R, et puis c'est aussi l'éco-conception. Et là, je suis persuadé aujourd'hui que chaque entreprise qui se lance dans une éco-conception que je vais appeler de collaborative et participative, elle a les voies de succès devant elle. Et quand je dis c'est quoi cette éco-conception collaborative et participative, c'est pas le responsable marketing qu'on a recyclé, parce que le marketing, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi tout ce qui nous met un certain nombre de problèmes sur la table. En tout cas, si on passe d'un marketing agressif du point de vue commercial, pour faire toujours plus de marché, à une éco-conception partagée, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre autour de la table, évidemment l'industriel, le consommateur, l'éco-organisme, le recycleur, le fournisseur de polymères, et tous ces gens-là vont réfléchir de manière intelligente à se dire comment je mets sur le marché quelque chose qui ne va pas faire des fuites dans l'environnement, dont les granulés vont être maîtrisés au départ, qui fera le moins de carbone possible, qui pourra être recyclé. Et là, on arrive à des produits tout à fait qui vont matcher toutes les cases et qui vont permettre à l'entreprise de continuer à avoir son activité, donc à la nation d'avoir une activité économique riche et de pouvoir développer des politiques publiques, donc je reviens à ce que je disais au départ, mais tout en respectant l'environnement, parce que c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de dualité entre le respect de la planète, de la biodiversité, de la santé humaine, de l'environnement au sens large, du climat, c'est pas non conforme à une activité économique. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui est hérité de l'histoire sans que les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui en termes de transition n'étaient pas aussi fortes. Donc il faut faire évoluer ce modèle-là avec l'économie circulaire en utilisant l'éco-conception telle que je vous l'ai décrite. Et donc de manière collaborative, en raisonnant en écosystème. Okay. Est-ce qu'il y a encore une question? Ce sera peut-être la dernière pour qu'on puisse après avancer. Oui, une question là encore au milieu. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît, avant. Oui, bonjour à tous. Anthony Vacher, société IPS. Donc, je suis spécialisé dans l'emballage industriel, notamment en plastique, dans le packaging. Je voulais revenir un petit peu sur ce que monsieur le député avait dit tout à l'heure concernant la barquette avec des fruits, que ce soit des melons ou autre chose, qui ont été découpés et qui ont été mis à l'intérieur. Bon, on en revient souvent aux consommateurs, puisque vous avez parlé de l'orange découpée. Des fois, il y a certains fruits qui ne sont pas très beaux pour certains consommateurs, donc délaissés et qui finissent à la poubelle. Donc, comment on fait aujourd'hui pour éduquer un peu mieux nos enfants et leur dire que c'est comme tout homme ou à chacun, tout le monde est différent et que sortir de cette idée un petit peu de tout est parfait, des choses comme ça. Et puis alors, je sais pas si c'est une question, mais tout à l'heure on parlait de PLA, de choses comme ça. Voilà, c'est toujours de la science, mais c'est souvent sans conscience. C'est-à-dire que voilà, on a certains pétroliers qui nous amènent des jolies matières, hein, PLA. On a quand même, on l'a dit, le PET qui fonctionne très bien. Si on parle des Allemands, voilà, ils sont beaucoup en avance sur nous dans le tri et le recyclage, peut-être pas dans le recyclage, mais dans le tri déjà au moins. On vient amener une matière comme ça. Demain, comment le consommateur il va pouvoir, lui, différencier le PLA du PET? Parce que pour la filière du recyclage, c'est important. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé finalement du bout de la chaîne, du consommateur. On n'a pas parlé finalement du changement des comportements et puis effectivement de l'information qui est apportée aux consommateurs. On a un peu parlé avec le compostage tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut répondre à cette question finalement Juste d'un point de vue technique, différencier le PET du PLA de tout autre plastique, tout le monde a le droit d'être fatigué, tout le monde a le droit d'être distrait, donc il ne faut pas compter sur l'homme. L'homme est faillible, et moi le premier. Il y a des caméras. Il y a une société suédoise, je crois, qui s'appelle Tomra, qui est le leader mondial des caméras. Et par infrarouge, ils sont capables de détecter la nature des polymères. Donc là, il n'y a pas de problématique technique là-dessus. Encore une fois, il faut que l'emballage soit monomatériau pour qu'il aille dans un bac soit PLA 100% PLA, soit PET 100% PET, soit HDPE 100% HDPE.
Je disais juste qu'il y a une autre société française très brillante, un concurrent, je ne vais pas donner le nom, mais pour répondre notamment aux inquiétudes des industriels qui se disent mais ces députés ils sont juste là pour détruire des emplois. Non, vous voyez, je prends soin de dire qu'il y a une entreprise française qui est à la hauteur de cette entreprise suédoise. Voilà. Je peux me permettre de... Allez-y. Parce que vous parlez d'usage. En 5 ans, allez, on va dire 10 ans pour élargir un tant soit peu, qu'est-ce qu'on a vu sur le consommateur? L'arrivée du e-commerce. Bon, là, on est quelques-uns quand même à éventuellement participer à tout ça. 2, vous avez eu également l'arrivée du snacking. Quand on voit, et notre pays n'est pas le dernier. Vous voyez, donc les habitudes de consommation, malgré des discours et des politiques publiques qui veulent aller à l'encontre, la réalité a fait que ça s'est imposé. Et je peux vous dire, j'étais avant aussi collègue de Baptiste Paris-Saint-Faber à l'ADEME. Le sujet pour les collectivités avec l'arrivée du e-commerce, c'est un casse-tête. Parce que tous les plans qui ont été faits il y a 10 ans, aujourd'hui, prenez une ville comme Bordeaux, dérapent complètement en termes de déchets à cause du e-commerce et le fait que vous avez un tourisme où les gens se font livrer en plus. Voilà. Donc ça, c'est des réalités en 10 ans. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de modestie, même s'il y a des politiques publiques qui visent à réduire ci ou ça. La réalité des habitudes fait que c'est pas toujours pris en considération. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Et l'autre point, et après je me tais, c'est sur la question PLA, PET. Moi, je ne sais pas si du PET mélangé à du PLA, ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas. On me dit que, j'attends de voir, je n'ai pas vu d'études sérieuses là-dessus. Je vois très bien les positions de Citeo par rapport au PET et au RPET, mais je voudrais voir une étude collaborative, si possible, publique, où on induit 1% de PLA, 5% de PLA, 10% de PLA, en sachant de plus que c'est des matières qui ne risquent pas, demain, de venir complètement remplacer des matières comme le PET, parce que les usages sont soit bien fabriqués, il y a aussi une réalité économique, mais je pense que la question pour des matières qui sont très proches, PLA, PET, en termes de chaînes de polymères, on se doit de regarder ça avec un œil nouveau. C'est exactement pareil sur les souples compostables avec les souples PE. On a exactement le même débat. Donc voilà, donc je pense que ça c'est important, que ça soit documenté, qu'on puisse prendre une décision sur la base d'une évidence scientifique et technique. Oui, je voudrais juste rajouter un mot et ce sera le dernier, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du coût des choses. Dans tout ce qu'on développe, dans nos matériaux, ben oui, ça coûte plus cher. Ça s'explique aussi très bien, pour peu qu'on veuille bien nous écouter. On parlait des services marketing tout à l'heure, mais je pense que, et là, quand vous parlez de coopération, je pense que là aussi, il faut revenir simple, il faut revenir... qu'est-ce qu'elle nous apprend? La nature au sens large, c'est qu'il y a 80% de collaboration dans la nature et à peine 20% de compétition. Donc dans tous nos métiers, on passe une énergie de dingue à se faire de la concurrence et de la compète. Et je pense que là, on a de la vraie économie de CO2 à faire. Et sur ces sujets particuliers de produits biosourcés, recyclables, compostables, parce qu'on veut, tous ces sujets-là, se mettre autour de la table. On fait un travail, un des partenaires de nos projets, c'est Bureau Vallée, qui vend un certain nombre de produits avec ses fournisseurs dans chaque domaine d'intervention, du crayon au cahier, en passant et j'en passe. On se met autour de la table et on voit comment c'est possible. On parle d'un demi-centime, d'un centime. Alors, ça peut paraître énorme pour certains regards comptables. C'est rien face à l'avenir qu'on a devant nous. Et donc, cette notion du coût aussi, il faut savoir la remettre sur la table en parlant différemment et pour le coup, vraiment en coopérant. Alors, on en parlera effectivement aussi tout à l'heure sur la question du recyclage et des prix. Ouais. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Roland Jourdain, dans l'automobile, nous, on connaît bien le bonus-malus. Et donc, on est tout à fait prêt à réfléchir en commun sur ce type de dispositif pour donner de la compétitivité des prix à la matière recyclée. Excusez-moi, ça va prendre 2 secondes. Il faut vraiment qu'on arrête. Sur l'histoire des coûts, il y a quelque chose de très important à faire. Alors évidemment, c'est pas évident de dire aujourd'hui qu'il faut qu'on paye tout plus cher dans un contexte d'inflation et de pouvoir d'achat. Ça, c'est vrai. Mais si on ne paye pas aujourd'hui plus cher pour préserver l'environnement, on payera demain pour le réparer. On le voit aujourd'hui avec le climat. C'est-à-dire, dès que passe une catastrophe, il y a des coûts incroyables de réparation qui auraient pu être évités si des coûts avaient été mis en place plus en amont pour éviter ces désordres.
Merci à tous. Baptiste, peut-être un mot de la fin, de conclusion, pour nous dire un peu ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette table ronde. Un message très positif, parce qu'on voit qu'à la fois industriels, producteurs, utilisateurs de plastique, législateurs et agences publiques, on partage tous la même ambition d'aller vers une économie circulaire des plastiques. Donc ça, je pense que c'est un message fort. Et ensuite, sur les solutions, là aussi, on partage quand même des diagnostics assez communs, besoin d'une grammaire un peu commune avec des ACV pour qu'on ne soit pas dans des guerres de tranchées sur les évaluations des impacts. Besoin de le zéro plastique dans la nature, ça doit être quand même une obsession, parce que la pression publique, elle est là. Ensuite, je crois qu'on a eu des débats homériques sur les plastiques autour des fruits et légumes. Là, je voudrais juste faire un petit point là-dessus. C'est pas les consommateurs qui nous demandent le plastique autour des légumes. Enfin, en tout cas, il n'y avait personne dans les débats qu'on a eus sur le décret de mise en place de la loi anti-gaspillage. On n'avait pas de consommateurs. C'était les producteurs qui étaient autour de la table et qui étaient les résistants au développement. Et aussi, autre bonne nouvelle, je finirai là-dessus, sur l'innovation. Là, on voit qu'il y a des solutions. Il faut qu'on les marie bien, que ce soit sur le bioplastique, sur le recyclage chimique. On a des solutions aussi pour décarboner les process. Donc voilà, plutôt un message optimiste. Merci beaucoup. Merci à tous. Du coup, je vous laisse rejoindre vos chaises. Un grand merci. On peut les applaudir effectivement pour cette table ronde.